Mansour Kamardine, merci d'être avec nous ce matin. Mansour Kamardine, vous avez organisé samedi une rencontre appréciée par ailleurs des auditeurs qui voyaient là comme un exercice de la démocratie participative que certains avaient l'impression d'avoir inventé il y a quelques années. Il était question d'évoquer la déclaration conjointe franco-comorienne des ministres Jean-Yves Le Drian et Mohamed El Amin Souef du 6 novembre dernier. D'abord, qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges avec la population? D'abord, un grand sentiment de satisfaction. Je dois d'abord dire, vous avez dit que c'était une première, c'est la deuxième fois que je fais cet exercice, où je viens à la rencontre de la population de Mayotte pour expliquer les enjeux, les sujets, les prises de position que j'ai pu avoir ici ou là, et je souhaite continuer à le faire à chaque fois que les sujets les justifieront. Deuxièmement, j'étais content de constater qu'il y avait un engouement parce que nous sommes ici dans une société orale, et dans les sociétés orales, les gens ont besoin de parler. Et donc nous avons pu échanger. Il y a eu facilement, en 2 heures de réunion, quelque chose comme plus d'une vingtaine de prises de parole, ce qui est assez considérable. Des débats riches, nourris, où les gens sont venus, chacun avec ses propositions, ses inquiétudes, parce qu'effectivement, il y a une grosse inquiétude dans l'opinion, et il était de mon devoir de venir devant la population et de leur dire comment je reçois les choses. Quand on lit les réseaux sociaux, il y a parfois des incompréhensions, des affirmations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve et tout. Donc il fallait effectivement venir donner une explication de texte. Alors donc il était question de cette déclaration conjointe du 6 novembre dernier des ministres français et comoriens. Vous l'avez décortiqué, vous avez discuté donc avec les auditeurs samedi dernier. Qu'est-ce que cette déclaration va maintenant changer pour Mayotte? Quelles sont les perspectives de cette déclaration conjointe? La déclaration conjointe, qu'est-ce qu'elle dit? Je retiendrai 2 ou 3 orientations. La première, elle affirme que les Comores acceptent la réadmission de ces populations. C'était une grosse revendication, tout à fait légitime, et notamment des mamans qui se trouvaient devant la porte d'entrée du bureau des étrangers de M. le Préfet. Donc ça c'est fait. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, les personnes en situation irrégulière qui sont interpellées à Mayotte sont reconduites aux Comores, et c'est une bonne chose. La deuxième chose, en contrepartie, le gouvernement français a décidé désormais de délivrer les visas. Vous savez, c'était des visas, c'était une décision interministérielle de la France, avec des visas qui interdisait, avec une décision qui suspendait les visas sur l'ensemble du territoire national. Et donc la France va redonner les visas. Et enfin, ce document, cette déclaration conjointe, fixe également une perspective, puisqu'elle dit qu'il va y avoir, d'ici la fin du mois de novembre, la signature d'un document cadre qui fixera un certain nombre d'objectifs qui sont énoncés dans la déclaration conjointe sur la relation, le développement de la coopération bilatérale entre la France et l'Union des Comores, entre la circulation des personnes et des biens, comment on va faire, développer voilà, un certain nombre de coopérations, peut-être faire en sorte que les autorités comoriennes participent à la sécurisation de leur île et de ne plus laisser les Kwassa partir comme ils le font actuellement. Autant de sujets qui peuvent effectivement intéresser Mayotte. Est-ce que les élus mahorais vont participer à ces rencontres? Est-ce que vous avez été consulté? Et surtout, est-ce que ce n'est pas une feuille de route bis? Alors, il faut que les choses soient claires. La feuille de route de septembre 2017 est morte depuis le jour où, d'ailleurs, c'était M. Sorin, qui était directeur des cabinets de l'Outre-mer, est venu face à la presse annoncer la suspension. En fait, ça voulait dire qu'elle est morte. Et elle est morte
mais la relation franco-comorienne est une relation vieille de plus d'un siècle. Et depuis que les Comores sont indépendantes, la France a signé avec les Comores plusieurs accords, sans que les Mahorais en soient forcément associés. Et donc, même si la feuille de route est morte, il va y avoir d'autres accords. Et la France signe des accords avec d'autres pays, ainsi de suite. Donc, il va y avoir des accords. Ce qui est intéressant ici, et par rapport à la feuille de route, par rapport même à la déclaration d'amitié de 2013, c'est que tous ces documents ont été faits sans que les Mahorais en soient informés, consultés ou associés. Ou associés, consultés ou informés. On apprenait soit sur les réseaux sociaux, en ligne, sur Internet, soit par la presse, qu'il y avait des documents qui étaient signés, qui intéressaient Mayotte. Depuis l'épisode, la triste épisode de la feuille de route, eh bien, je crois que la France est contrainte de faire un effort d'associer les Mahorais. C'est ainsi que, par exemple, la déclaration conjointe, avant d'être signée, les parlementaires ont été informés. Je ne dis pas associés, informés. Un coup de fil. Allô, monsieur le député, voilà les orientations que nous entendons prendre avec les Comores, ainsi de suite. Et puis, là, avec l'accord cadre qui est annoncé, nous sommes consultés. C'est-à-dire que nous avons eu une première réunion à Paris, au cours de laquelle on nous a exposé les orientations qui susceptibles d'être arrêtées dans le cadre de cet accord cadre. Nous avons donné notre point de vue. Ensuite, la France va négocier avec les Comoriens. Et puis, nous avons été conviés à une prochaine réunion également à Paris, certainement pour nous dire le résultat des démarches et des échanges qu'il y a eu entre les deux États, ainsi de suite. Ça, c'est aussi une heureuse évolution qui n'existait pas. Mais ensuite, nous souhaitons, certes nous saluons cette évolution, mais nous souhaitons que nous en soyons plus associés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que le seul territoire de la République qui fait l'objet d'une revendication territoriale par une puissance étrangère, par un État étranger, c'est Mayotte. Et donc, cette singularité de situation impose également une singularité de relation. Même si il est vrai, et tout le monde est d'accord, que ce soit la France qui négocie les intérêts de la France, d'abord, la loi n'interdit pas à ce que l'État, notre État, puisse mandater une collectivité, par exemple le conseil départemental, pour négocier les intérêts de la France dans la zone. Mais surtout, la loi impose à ce que nous en soyons associés. Et maintenant que nous sommes associés, eh bien, il faut que nous prenions toute notre place pour dire ce que nous voulons. Et puis ensuite, on verra si ce que nous voulons, c'est ce qui est obtenu, parce qu'on peut vouloir des choses et ne pas forcément les obtenir. Est-ce qu'on doit encore discuter avec quelqu'un? Le président Azali, mais son ministre des Affaires étrangères a fait de même, qui ne cesse de répéter que les Comoriens ne seront jamais des illégaux à Mayotte. Alors, deux observations. La première, c'est que quand dans les échanges bilatéraux entre la France et les Comores, aucune autorité comorienne ne vient dire à une autorité française que Mayotte est française et qu'elle réclame Mayotte. Ça, c'est un discours en réalité, d'une manière générale, qui est fait en direction de l'opinion publique comorienne. La deuxième chose, moi je considère que nous avons intérêt à discuter, d'abord pour les encourager à contrôler leur territoire, à empêcher à ce que les gens viennent ici, parce que nous avons contre nous le droit de la mer. Le droit de la mer interdit à un État de repousser en mer les gens qui tentent d'arriver chez lui. Et donc nous sommes obligés de les prendre jusqu'à chez nous, puis ensuite essayer de les reconduire. Si les Comoriens empêchent les gens de partir, les Kwassa de partir d'Anjouan, à ce moment-là, nous aurons déjà gagné une bonne partie dans l'opération de lutte contre l'immigration clandestine. Donc nous avons intérêt à discuter avec les Comores. Enfin, je pense, pour ma part, que ça c'est une étape, mais il est arrivé le moment, désormais non plus de dépasser un contentieux franco-comorien, mais d'aller régler définitivement ce contentieux, parce que nous sommes de ceux qui considérons que de manière définitive et arrêtée par les Mahorais, Mayotte est française, elle le restera à jamais. Et donc nous devons pouvoir, dans le cadre d'une relation franco-française, c'est-à-dire entre notre État, notre diplomatie et les élus mahorais, de nous retrouver
ensemble d'élaborer une feuille de route franco-française. Ce n'est pas la fameuse feuille de route qui a été écartée, mais une véritable feuille de route en vue de favoriser à l'international l'insertion de Mayotte, aussi bien dans sa région. C'est la COI, c'est les Jeux avec nos drapeaux, c'est tout ça. Donc il faut qu'on s'organise en conséquence. Et puis deuxièmement, faire en sorte que partout dans le monde, Mayotte soit reconnue comme une entité française. C'est du reste ce que j'essaye comme un État membre d'un certain nombre de groupes d'amitié étrangers que je fais à chaque fois où je me déplace à l'étranger pour rappeler aux autorités de là-bas que Mayotte est française et que je suis l'un de ses élus, ainsi de suite. Donc Mayotte française, elle le restera à jamais. C'est ce que vous essayez de faire, immerger également à travers ce document qui a été donc discuté samedi dernier. Mansour Kamardine, il y a d'autres actualités qui touchent également notre pays. C'est Brigitte Girardin, ministre des Outre-mer, qui viendra à La Réunion mercredi, et bien avant son arrivée, elle a demandé au préfet une baisse immédiate du prix des carburants. D'autres annonces devraient arriver. C'est pas Brigitte Girardin. C'est Madame Annick Girardin. Madame Annick Girardin. Et d'autres annonces devraient être faites lors de ce déplacement, selon les médias locaux. On parle ici de ce mouvement des Gilets jaunes qui touche la France de façon en général. Mayotte ne participe pas, mais on observe ce qui se passe. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, ce mouvement? Alors, plusieurs choses. Je vais commencer par la fin. D'abord, il faut se méfier de l'eau qui dort. Mayotte, vous avez vu, quand il y a quelques années, le mouvement en Guyane, les frères, je ne sais plus comment on les appelle, en Guyane, et Mayotte était restée calme, elle a regardé, et puis elle s'est réveillée brutalement et avec force. Aujourd'hui, Mayotte n'y est pas, mais je crois que Mayotte a l'œil rivé et regarde comment les autres sont traités. Et je dois vous avouer que je suis heureux de relever que la ministre de l'Outre-mer n'a pas cette fois-ci mépriser les Réunionnais comme elle a cherché à le faire, ou minimiser en tout cas les Réunionnais comme elle avait cherché à le faire à l'endroit des Mahorais, puisque s'agissant de Mayotte, elle avait mis plus d'1 mois avant de venir ici. Là, elle réagit, elle va à la Réunion, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est que j'observe également avec satisfaction qu'avant même d'arriver, elle a compris le malaise et la colère qu'il y a là-bas, et là, elle cherche à dégoupiller et donc à apporter déjà un certain nombre de réponses. Mais plus généralement, pourquoi en est-on arrivé là? Vous voyez que nous avons aujourd'hui un pouvoir qui est en rupture avec tous les corps sociaux. Méprise les collectivités locales, pas de dialogue. Vous avez vu le président de la République qui avait annoncé l'année dernière qu'il viendrait au congrès des maires, à tous les congrès des maires. Et le premier congrès de maires qui s'est présenté après cette déclaration, il ne vient pas. Il cherche à diviser les maires en invitant un certain nombre à l'Élysée pour leur parler directement, en occultant les autorités, notamment de l'association des maires, comme il le fait avec l'association département, comme il le fait avec l'association... Mais Mansour Kamardine, là, c'est un élu de l'opposition qui parle. Mais vous savez, c'est triste, mais ce sont des réalités. Les mamans, si on était à Mayotte, on dirait les mamans. Mais les personnes âgées qui défilent dans la rue, quand vous voyez une personne de 70 ans qui va dans la rue et qui interpelle Macron, il est dans l'opposition aussi. Il faut arrêter ici, sur ce territoire. Il y a un certain nombre de difficultés qui sont posées à la vie des gens de tous les jours. Il faut qu'on en convienne. Moi, j'ai vu, par exemple, une affiche qui a circulé sur les réseaux sociaux où quelqu'un dit, voilà, moi, je suis smicard, je touche 1 200 €. Il fait les décomptes de toutes les dépenses, de ces dépenses obligatoires, et il arrive à 0,25 € pour survivre pour le mois. Vous croyez que ce sont des vies, ça? Est-ce qu'on a besoin d'être dans la majorité ou dans l'opposition pour connaître des situations? Ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition, c'est une question des réalités, de savoir la souffrance des gens qui nous mandatent. Nous agissons au nom du peuple français. Si on n'entend pas ce que dit le peuple français, c'est une difficulté, et je crois que Macron aujourd'hui est en difficulté parce qu'il refuse d'entendre la souffrance, il refuse d'entendre la souffrance du peuple français, et le peuple français le lui rende.
Parce que jamais dans l'histoire de la République, on a vu, devant les grilles de l'Élysée, des gens venir manifester, demander la démission du président de la République. Donc moi, si j'ai un message à dire, c'est de dire, vous savez, moi, je le dis très, très simplement, au second tour, j'ai voté Emmanuel Macron. Personne ne m'avait obligé. J'ai voté Emmanuel Macron, j'ai appelé à ce qu'on vote Emmanuel Macron. À l'Assemblée, j'ai voté la confiance au gouvernement, en espérant qu'effectivement, que nous apporterons des réponses aux situations qui sont posées. Parmi les gens qui sont dans la rue, plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire des millions de personnes ont voté pour Emmanuel Macron. Là aussi, ils font de la politique. Je crois que la situation est tout simplement extrêmement grave parce que Emmanuel Macron s'attaque aux plus petits et les plus petits sont dans la rue, les sociétés moyennes et les plus faibles sont en situation de difficulté majeure et le font comprendre alors qu'Emmanuel Macron ne le fait pas. Regardez, un autre exemple, j'ai fini, la taxe carbone. La taxe carbone. Pourquoi on ne demande pas aux avionneurs de payer? Pourquoi on ne demande pas aux armateurs de payer? On va demander à la mamie qui a besoin d'un peu de gazole pour se chauffer et passer l'hiver pour payer? Ça, ce sont des justices. Donc je crois que même Emmanuel Macron commence à le comprendre. Il a parlé une première fois avec beaucoup de fermeté. Hier, il a fait preuve d'une ouverture en disant on ne peut pas construire en laissant les classes moyennes, et ainsi de suite. C'est très bien. Et il va parler demain. Je suis persuadé qu'il va se rendre compte à l'évidence qu'il ne peut pas réformer la France contre les Français. Merci beaucoup, Mansour Kamardine.